La France, nation réputée pour son système de santé, se retrouve confrontée à une vérité effrayante au milieu des années 1980. Une menace silencieuse, le VIH, a infiltré les réserves de sang du pays. Cette découverte allait bientôt se transformer en un scandale qui allait bouleverser la nation, révélant une faille dévastatrice dans la santé publique et la responsabilité. Il a principalement touché les hémophiles, un groupe vulnérable dépendant de transfusions sanguines régulières. Le calendrier du scandale s'est déroulé avec une inéluctabilité obsédante. De 1984 à 1985, des produits sanguins porteurs du virus mortel ont été distribués dans toute la France. Tragiquement, cela a continué même après août 1985, lorsque les tests de dépistage du VIH pour les donneurs de sang ont finalement été mis en place. Ce n'est qu'en octobre 1985 que la distribution de produits sanguins potentiellement contaminés a été officiellement stoppée. Cependant, le mal était déjà fait. On estime qu'à cette époque, 95% des hémophiles français avaient été infectés par le VIH. Les conséquences ont été catastrophiques, entraînant la mort d'environ 1000 personnes. La prise de conscience de cette tragédie a provoqué une onde de choc dans tout le pays, brisant la confiance du public dans ses institutions sanitaires. Le scandale est resté caché à la vue du public pendant des années, une tragédie silencieuse qui couvait au sein du système de santé. Puis, en avril 1991, la vérité a éclaté au grand jour. Cette révélation a provoqué une onde de choc en France, marquant un tournant dans la perception qu'a la nation de ses dirigeants et de son système de santé. Le public exige des réponses et des comptes. L'enquête qui a suivi a pointé du doigt de hauts fonctionnaires, dont 3 anciens ministres de la Santé. Laurent Fabius, Premier ministre de 1984 à 1986, est accusé d'homicide involontaire et de blessures involontaires, liées à la mort de 3 personnes et à la contamination de 2 autres. Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales à la même époque, est accusée d'avoir retardé le dépistage systématique pour des raisons financières, privilégiant les profits à la santé publique. Edmond Hervé, ministre de la Santé de 1984 à 1986, est accusé d'avoir retardé les mesures de dépistage, de ne pas avoir fait dépister les donneurs et d'avoir imposé une interdiction tardive des produits sanguins non traités. Le procès, un événement marquant dans l'histoire judiciaire française, s'ouvre le 9 février 1999. Pour la première fois sous la veuve République, des ministres français sont jugés pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le poids des accusations, la notoriété des accusés et l'immense intérêt du public placent le procès sous haute surveillance. La juridiction choisie pour ce procès historique est la Cour de justice de la République, CJR, une cour spéciale créée pour juger les ministres du gouvernement pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cet organe judiciaire unique, composé de juges et de parlementaires, a la lourde tâche de rendre justice dans une affaire qui a profondément divisé la nation. Le 9 mars 1999, la CJR rend ses verdicts. Laurent Fabius et Georgina Dufoy sont acquittés, une décision qui suscite l'indignation et l'incrédulité de beaucoup. Edmond Hervé, quant à lui, est reconnu coupable, mais ne se voit infliger aucune peine. Un verdict qui alimente encore la colère du public. La réaction du public à l'issue du procès est rapide et violente. Des manifestations éclatent dans tout le pays, alimentées par un sentiment d'injustice et de trahison. Nombreux sont ceux qui considèrent les verdicts, en particulier les acquittements de Fabius et Dufoy, comme une erreur judiciaire flagrante. Le sentiment qu'il existe en France un système judiciaire à 2 vitesses, l'un pour les puissants et l'autre pour les citoyens ordinaires, se répand. Le scandale du sang contaminé, autrefois une tragédie étouffée, est devenu le symbole de la négligence gouvernementale et du manque de transparence. Les victimes et leurs familles, déjà accablées par le deuil et la perte, se sont sentis profondément abandonnés par le système même qui était censé les protéger. Le procès, qui devait permettre de tourner la page, a au contraire déclenché une tempête de controverses et alimenté un profond ressentiment envers le gouvernement. Les blessures infligées par le scandale, tant physiques que morales, étaient profondes et refusèrent de se cicatriser. Les batailles juridiques se sont poursuivies même après le procès de 1989. Diverses autres personnes impliquées dans le système de transfusion sanguine ont été inculpées et les tribunaux ont été aux prises avec la complexité d'attribuer les responsabilités dans une affaire qui s'est étendue sur plusieurs années et a impliqué de nombreux décideurs.
Malgré la poursuite des procédures judiciaires, un sentiment d'inachevé subsistait. Les victimes et leurs familles ont continué à réclamer que les responsables rendent des comptes et que leurs souffrances soient reconnues. Le scandale a jeté une ombre sur la France, rappelant cruellement les conséquences dévastatrices de la négligence gouvernementale et l'importance de protéger la santé publique. Le scandale du sang contaminé nous rappelle de façon effrayante l'impact dévastateur des défaillances de la santé publique. Il a révélé le coût humain de la priorité donnée au profit sur la sécurité et les conséquences profondes de l'érosion de la confiance du public dans les institutions. Au lendemain de cette affaire, la France a dû faire face à la nécessité d'une plus grande transparence, d'une plus grande responsabilité et d'un engagement renouvelé à protéger ses citoyens les plus vulnérables.